Hello, hello. Comme d'habitude, je vais attendre que tout le monde se connecte. Salut. Je vais attendre un petit peu avant de commencer. Le thème du jour, c'est la gestion des finances personnelles. Comme d'habitude, je vais répondre à vos questions, les questions que j'ai reçues toute la semaine. Alors, j'ai reçu pas mal de questions qui se regroupaient, donc au final, on n'a pas tant de questions que ça, sachant que j'ai reçu aussi des questions auxquelles j'avais déjà répondu lors du premier live. Donc, les personnes qui me les avaient posées, je les ai redirigées vers le premier live. Avant de commencer, moi, je voulais faire un focus sur le fait qu'il est super important d'avoir un équilibre entre profiter de l'instant présent et préparer son avenir financier, constituer son patrimoine, etc. C'est un jeu d'équilibre qui peut parfois paraître compliqué parce qu'on a envie d'économiser, on a envie d'avoir son épargne imprévue rapidement, on a envie d'avoir ses investissements, etc. Mais en même temps, je pense qu'il est important de prévoir une part pour la soif et une part pour profiter du voyage. Parce que sans ça, mais c'est compliqué de tenir sur la durée. Et surtout, pour moi, l'argent, c'est un outil qui permet de vivre la vie qu'on a envie de mener et de réaliser ses projets. Donc c'est un flux, un outil qui est neutre, qui doit être mis au service de ses projets. Et pas uniquement se dire, je veux de l'argent, je veux être en sécurité financière. Pourquoi finalement? Mais au final, c'est pour la même chose, c'est pour pouvoir vivre sereinement. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Pour moi, c'est important de le faire et c'est important de le faire en profitant du voyage, donc sans oublier de profiter de l'instant présent et de prévoir, comme par exemple une épargne évasion, pour pouvoir profiter de la vie pendant qu'on est en train de construire son patrimoine financier ou son empire financier, ou son cercle vertueux. Donc voilà, donc pour moi, pour pouvoir utiliser l'outil qui est l'argent à bon escient, il faut déjà être conscient que c'est un outil neutre, donc ne pas se sentir... j'ai une cliente justement, je pense à une cliente quand je dis ça, avec qui j'étais en entretien hier, qui me disait, moi je suis nulle, j'arrive à rien faire, j'arrive pas à gérer mon argent, etc. Je me sens nulle. Donc déjà, ne pas se sentir nul si on ne sait pas, c'est un outil, c'est une compétence qu'on peut acquérir. Donc simplement se dire, ok, je sais que c'est un outil que je peux apprendre à utiliser, donc je vais apprendre à l'utiliser. C'est un outil qui est complètement neutre. Et la deuxième chose qui permet donc de faire l'équilibre entre profiter de l'instant présent et construire son patrimoine financier, c'est apprendre à gérer cet outil. Donc avoir une bonne gestion financière, avoir la vue, ne plus avoir d'angle mort, avoir ses matelas de trésorerie, avoir son épargne imprévue, avoir son plan et sa stratégie d'investissement, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire. Et la troisième chose, c'est être au clair sur ce qui compte pour nous. Je le dis toujours, il n'y a pas de dépenses futiles. Donc je sais qu'il y en a qui disent que voilà, telle chose, c'est un passif, donc il ne faut pas l'acheter, etc. Pour moi, il n'y a pas de dépenses futiles, il faut simplement se dire qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui. Ce qui va compter pour moi, Cindy, ne sera pas la même chose que toi qui me regarde aujourd'hui. Donc il faut être clair sur ce que j'appelle moi sa vie idéale, il faut être clair sur ce qui compte pour nous, sur les projets qu'on a envie de mener, etc. Comme ça, on va rediriger notre focus sur la réalisation de ces projets et sur le fait de rendre la vie idéale qu'on s'est dessinée réelle. Donc faire de sa vie idéale sa réalité. Et l'outil qui est l'argent permet de le faire. Donc en ayant une vision claire de ce qu'on veut faire dans la vie, de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut avoir, eh bien ce sera beaucoup plus simple de mettre en place une stratégie financière qu'on va tenir sur la durée parce qu'on sait pourquoi on l'a mis en place et on sait où ça va nous mener. Donc voilà, donc ça c'était mon petit mot du début. On va pouvoir commencer sur les questions. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Et on va commencer. Dites-moi si je parle dans le nez, parce que j'étais malade toute la semaine là. Normalement ça va mieux. Enfin, en tout cas moi je m'entends, ça va beaucoup mieux par rapport à avant hier. C'était une catastrophe. Et là ça va beaucoup mieux. Toujours un petit décalage, donc j'attends un peu. Mais s'il n'y a pas de réaction, on va continuer. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est comment mettre en place un plan... Non, ça va nickel. Bon, super, merci beaucoup. Comment mettre en place un plan de provision? Donc, comment mettre en place un plan de provision? C'est simple. En fait, un plan de provision, c'est quoi par rapport à une épargne? Un plan de provision, c'est que tu vas mettre de l'argent de côté tous les mois pour un projet qui est déjà identifié. L'achat d'une voiture, une opération, un voyage. Tu sais que tu vas faire telle chose à telle date. Alors ça dépend, des fois on n'a pas la date exacte. Et donc tu vas prendre la date, le moment où tu vas mettre en place ton plan de provision, tu vas calculer le nombre de mois qu'il y aura entre les deux, le montant dont tu as besoin pour réaliser le projet, et tu vas décider de mettre une certaine somme de côté tous les mois pour constituer ce budget pour ensuite financer le projet en question.
Donc c'est simplement ça un plan de provision. Donc comment mettre en place un plan de provision? Il te faut 3 choses. Savoir à quel moment tu veux le réaliser, le projet. Connaître le budget de ce projet. Et ensuite calculer le montant en fonction du temps qu'il y a entre le moment où tu mets en place ton plan de provision et le moment où tu veux faire ton projet. Mais calculer la somme que tu dois mettre de côté tous les mois pour pouvoir avoir le budget total au moment où tu veux faire le projet. Moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est que en général, on fait un plan de provision pour des gros projets ou des grosses sommes. J'ai dit tout à l'heure l'achat d'une voiture, un voyage. J'ai parlé d'une opération parce que je pense à une cliente qui va se faire opérer, qui a prévu de mettre en place un plan de provision pour ça. Mais il faut aller un peu plus loin. Et c'est ce qu'on fait justement dans la méthode FODAF. J'ai des clientes avec moi dans le live. C'est qu'on fait un plan de provision pour les dépenses qui sont liées à notre mode de vie. Donc pas uniquement des gros projets. Il y a des dépenses qu'on peut déjà anticiper. Donc on peut mettre en place un plan de provision. Ou en tout cas, on peut l'intégrer dans son calendrier de dépenses pour pouvoir l'intégrer dans le plan de provision global qu'on va mettre en place, qu'on va préparer son budget intelligent. Donc c'est le même principe. Oui, mais comment provisionner pour les dépenses récurrentes? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, quand tu dis provisionner pour les dépenses récurrentes, qu'est-ce que tu entends par là? Peut-être que c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Que effectivement, quand je parlais lors du premier live de mettre en place un calendrier de dépenses qui sont liées à son mode de vie, je vais te donner un exemple très concret. Peut-être que quand tu vas faire ton calendrier en décembre, tu sais que cette année, je vais devoir faire la révision de ma voiture. Je vais faire cette révision vers le mois de septembre. Je suis une bêtise. Ça va me coûter à peu près, quand j'ai fait la révision la dernière fois, ça m'avait coûté à peu près 600 euros. Donc je vais mettre en place une provision pour constituer ces 600 euros. Mais tu vas l'intégrer dans ton calendrier. Tu vas mettre en septembre 600 euros pour la révision de la voiture. Et donc ces 600 euros vont être calculés dans ton plan de provision global. Donc ça c'est une dépense. Donc c'est pas une dépense récurrente, mais c'est une dépense qui est liée à ton mode de vie. Ce que tu appelles dépense récurrente, je veux bien que tu me donnes une précision par rapport au calendrier des dépenses. Ok, mais voilà, du coup c'est ça. Et d'ailleurs c'est toi qui avais posé la deuxième question, donc je vais y venir tout de suite. Donc ce que je voulais déjà dire, donc le plan de provision, je vous ai donné la méthode de calcul, c'est très simple. Et le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire un plan de provision uniquement pour les grosses dépenses. Les dépenses comme le voyage, l'achat de voiture, etc. Vous pouvez le faire une fois que vous avez fait votre calendrier de dépenses, donc de dépenses liées à votre mode de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le cours gratuit. Je pose les fondations de mon cercle vertueux. Je vous montre comment faire votre calendrier de dépenses. Après, effectivement, il n'y a pas dans l'outil du cours gratuit le plan de provision qui est calculé automatiquement. Mais dans le club, vous aurez cet outil complet. Et de toute façon, là, je vous explique comment faire. Il suffit de faire la somme par mois de toutes les dépenses qu'on a mis dans son calendrier. Et ensuite, de se dire, OK, pour le mois de septembre, je sais déjà que j'aurai besoin de 300 euros. Ben, je l'inclus dans mon plan de provision. 300 euros divisé par 9, si tu fais ton plan de provision à partir en décembre pour commencer en janvier, donc c'est 9 mois. 300 euros divisé par 9. Ce qui est bien avec l'outil que je mets à disposition des membres du club, c'est que ce calcul-là, il sera fait automatiquement. Donc, si tu as 50 lignes de dépenses, toi, tu vas devoir le faire à la main, ou alors faire ton outil. Hein, tu peux très bien faire ton outil pour faire les formules toi-même. Mais dans l'outil que je propose, tu mets toi ton calendrier et ensuite ce calcul-là de se dire en septembre, j'aurai besoin de 300 euros, en octobre, j'aurai besoin peut-être de 400 euros, etc. Ce sera fait automatiquement. Donc, voilà. Donc c'est juste diviser la somme dont tu as besoin par le nombre de mois qu'il te reste pour constituer ton budget. Ça, c'était pour la première question. Et la deuxième question, c'est à peu près la même chose. C'est comment calculer le montant des provisions automatiques. Alors, tu m'as demandé, est-ce que tu dois diviser par 12? Alors non, il ne faut pas diviser par 12 parce que, je te donne un exemple. Si tu payes ta taxe foncière en octobre, avec plaisir, si tu payes ta taxe foncière en octobre, à partir de janvier, donc tu fais ton... Moi je pars du principe qu'on fait son calendrier en décembre. Hein, donc chaque année on le fait en décembre pour l'année d'après. Donc si tu fais ton calendrier en décembre et que tu commences en janvier, tu n'auras que 10 mois pour constituer la taxe foncière que tu payes en octobre. Donc il ne faudra pas diviser le montant. Donc si c'est par exemple 1000 euros, tu ne vas pas diviser tes 1000 euros par 12. Tu vas les diviser par 10 parce que tu auras besoin de la totalité de la somme en octobre pour payer ta taxe foncière. Donc il faut surtout prendre en compte le temps qu'il te reste entre le moment où tu mets en place ton plan de provision et le moment où tu vas devoir utiliser cette somme-là. Si tu divises par 12, tu vas avoir un problème tu vas pas avoir le montant total nécessaire. Donc voilà pour la deuxième question. La troisième question, c'est comment gérer ses finances en couple. Donc ça, c'est une question super intéressante.
moi je vais revenir à ce que je dis toujours, nous sommes des CEO, parce que notre vie, c'est notre première entreprise. Ok, donc moi j'ai mes finances personnelles, j'ai mes projets personnels, mais j'ai aussi des projets et des dépenses en couple parce que je vis avec mon compagnon. Comment tu vas faire pour gérer tes finances? C'est exactement la même chose que quand tu gères tes finances personnelles en tant que célibataire. On va faire un point, donc on va se poser, on fait un état des lieux. C'est les fondamentaux, c'est ce que je t'apprends dans le cours gratuit, je pose des fondations de mon cercle vertueux. On va prendre les revenus de notre entreprise, donc de notre foyer, nos salaires. Je te donne un exemple. Si moi, Cindy, je touche 3 000 euros et mon conjoint touche 2 000 euros, on sait que la totalité des revenus du foyer sont de 5 000 euros. Ensuite, moi, ce que je préconise, maintenant, ce n'est pas une obligation et ce n'est pas quelque chose que je vais obliger mes clientes à faire. Chacun fait en fonction de soi et de son conjoint. Mais moi, ce que je préconise, c'est de dire, ok, j'ai 3 000 euros, toi tu as 2 000 euros, donc je contribue à 60% des revenus du foyer. Donc j'apporte 60% des revenus du foyer et toi tu apportes 40%. On va prendre ce pourcentage-là pour répartir ensuite la participation de chacun aux charges du foyer. Après, je sais qu'il y en a qui font 50-50. C'est vraiment, ça c'est, pour moi c'est un jugement de valeur, donc c'est simplement toi comment tu t'organises dans ton couple. C'est pas une question de maths, c'est juste un conseil que je donne et après on voit les maths. Donc maintenant qu'on a décidé du pourcentage de participation de chacun, moi je préconise de faire un pourcentage proportionnel au revenu. Si tu veux faire du 50-50, tu peux. Par contre, la seule chose que moi je déconseille de faire fortement, c'est de se dire, bon ben écoute, comme toi tu as payé le loyer, moi je vais payer l'école des enfants, moi je vais prendre l'assurance sur mon compte, moi je vais prendre ceci. Non, pour moi ça c'est, ce que je dis toujours, c'est que la confusion c'est l'ennemi d'un bon gestionnaire. Donc en faisant ça, on n'a jamais une vision claire de ce qu'on dépense pour notre foyer, tu vois. Donc ce que je conseille de faire, c'est lors de l'état des lieux, tu fais ta structure financière de ton foyer. Donc dans le club et dans l'outil que je propose, quand tu fais ta structure financière, en fait, il y a une catégorie que j'ai appelée foyer parce que tu sois célibataire ou pas, c'est ton foyer. Donc c'est les dépenses de la maison, les dépenses fixes, les dépenses variables essentielles, les dépenses kids si tu as des enfants. Généralement, c'est ce qu'il y a dans les dépenses du foyer et les dépenses des investissements en commun qu'on aurait avec son compagnon. Donc, tu mets sur papier ou dans ton outil toutes ces dépenses-là, tu les catégorises, donc tu vois exactement ce que tu as besoin de dépenser au global pour ton foyer. Donc, avant de commencer à diviser, tu fais un état des lieux complet des dépenses qui sont générées par le foyer. Et à partir de là, tu vas dire, par rapport à ce que j'ai dit au début, mais écoute, moi je vais participer à hauteur de 60%, moi à 40% ou 50-50, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, la deuxième chose, c'est toujours dans la méthode FODAF, ce qu'on fait, c'est que pour moi, il faut catégoriser, il faut isoler chaque flux pour éviter la confusion. Donc, comment on le fait? Dans le foyer, on aura les dépenses fixes, donc toutes les dépenses qui sont liées à la maison, le loyer, les abonnements, l'assurance habitation, la taxe d'habitation, taxe foncière sur des propriétaires, etc., etc. Ça, pour moi, il faut le mettre dans un flux à part, parce que ce sont des dépenses fixes. Dépenses fixes, c'est un montant qui est déjà connu à l'avance, voilà. Ensuite, tu as les dépenses du foyer qui sont variables, mais essentielles. Les courses, l'essence, si tu mets les deux voitures au sein du foyer, ou alors peut-être que tu décides que toi, tu payes ton essence et ton conjoint paye ton essence, ça encore, c'est une organisation en interne à définir. Et les dépenses kids. Ça, c'est une autre partie. Donc, les dépenses variables, finalement, ce sont les dépenses du foyer, les dépenses kids et les dépenses variables essentielles pour les courses et les frais d'essence pour les voitures. Et après, tu as bien sûr les frais de santé. Ça, c'est dans les dépenses variables essentielles. Pour les dépenses kids, moi, ce que j'avais envie de vous apporter comme conseil, c'est de prévoir. Donc, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je préconise la multibancarisation. C'est ce que j'utilise dans la méthode FODAF et c'est ce qui permet d'automatiser 80% de ses flux financiers et de ne pas se retrouver à devoir checker les soldes par rapport à ce qu'on a mis au budget parce qu'on a des problèmes de phasing. Le problème de phasing, c'est quoi? C'est que j'ai ma facture d'électricité qui tombe le 10, j'ai ma facture d'eau qui tombe le 15, j'ai mon abonnement à la salle de sport qui va tomber le 20, etc., etc. Ça met le why dans ta gestion financière parce qu'en fait, ton solde réel sur ton compte en banque ne correspond pas au solde le solde de ton compte réel parce que il y a des dépenses fixes qui vont sortir et que tu ne vois pas encore sur ton compte. Pour moi, pour éviter ça, et pour éviter de faire des calculs savants ou alors des rapprochements tous les jours, à chaque fois qu'on check ses finances, eh bien, je dissocie chaque flux
Et j'ai un compte spécialisé par type de flux. Et c'est ce que je mets en place avec mes clientes, c'est ce qu'on met en place, c'est ce qu'on mettra en place aussi dans le club. Comment on fait ça? Grâce aux comptes en ligne qui sont complètement gratuits. Mais ça, je rentre dans un détail inutile par rapport à la question. Donc bref, donc on isole les dépenses fixes et on prévoit un budget pour les dépenses variables essentielles. Et ce qui est important pour moi, quand on est en couple, ou en tout cas quand on a des enfants avec un partenaire, peut-être qu'on n'est plus avec lui, et ça c'est encore plus important ce que je vais dire quand on n'est plus avec le papa de ses enfants, c'est de prévoir un compte. Tu es un génie. T'es trop mignonne, merci. C'est de prévoir un compte qui est dédié aux dépenses kids. Donc quand tu vas faire ta structure financière, tu vas catégoriser chacune des dépenses du foyer. Et tu sauras exactement ce qui est prévu pour les enfants. Ce que je mets dans ce flux-là, c'est les frais de scolarité, les frais de garde, les activités extrascolaires, le budget pour le shopping lié aux enfants, et ça dépend, mais on peut aussi mettre les frais de santé. Mais moi, en général, je garde les frais de santé sur le compte variable essentiel. Mais ça, c'est encore un autre débat qu'on ne va pas prendre ici. Donc, tu sais exactement ce que tu dois dépenser pour les enfants. Si après, tu as des dépenses exceptionnelles, je prends un exemple, je ne sais pas si Jessica est avec nous aujourd'hui, mais si tu as un enfant qui fait un stage 2 à 3 fois par an, soit d'équitation, soit de natation, etc. Ça, c'est quelque chose que tu pourras aussi intégrer dans le calendrier de dépenses et dire que c'est un flux que tu vas apporter sur le compte dédié aux enfants. Pourquoi c'est intéressant de faire ainsi? C'est pour que, et c'est encore plus intéressant quand tu n'es pas avec le papa de tes enfants, c'est pour que on sache exactement à l'avance ce qu'on va mettre pour les enfants. Donc si on décide de faire 50-50 ou 60-40, peu importe, tu sais que pour les dépenses des enfants, tu participes à hauteur de temps, donc toi tu pourras l'anticiper dans ta gestion financière personnelle. Et pareil pour le papa des enfants, si vous n'êtes pas en couple, tu vois. Donc le fait d'isoler ces flux-là te permet d'avoir déjà, de faire un budget de faire un budget et ensuite de voir si les dépenses réelles correspondent bien à ce que tu avais prévu en amont. S'il y a des dépenses, je prends un exemple, si par exemple, donc ça c'est pas en couple, mais pour moi quand c'est en couple, c'est soit en couple on est ensemble, soit en couple parce qu'on a des enfants à charge. C'est ça qui est, je pense, encore plus important quand on gère ses finances. Si par exemple tu as fait des dépenses pour les enfants, tu sais que tu fais déjà la méthode FODAF, donc tu sais que tu vas dépenser pour ton enfant pour qu'il parte en week-end avec l'école, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'invente un truc. Donc il va partir en week-end avec l'école ou avec le centre de loisirs, ça va coûter 500 euros. Que vous l'aviez pas prévu dans la structure financière parce que c'est une dépense qui est venue au cours de l'année. Toi, tu vas faire ton plan de provision entre le moment où tu vas constituer ton budget et le moment où il va partir en week-end. Tu vas faire ton petit plan de provision. Tu vas constituer cette somme et tu vas l'intégrer dans ton flux kids. En faisant ça, soit tu dis au papa des enfants ou à la maman des enfants, parce qu'il y a des garçons avec nous, mais écoute, ces 500 euros, on les met sur le compte kids, comme ça au moins c'est ni sur mon compte ni sur le tien. Ou alors, tu constitues cette somme et ensuite, tu diras à ton conjoint, mais sur le compte Kids, dans mon outil, voilà ce qu'il y a voici la dépense que j'ai fait pour les enfants. Le fait de l'isoler, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire et donc de gérer beaucoup mieux. Donc voilà ce que je voulais donner comme explication sur la partie Kids et pourquoi pour moi c'était important de séparer cette catégorie de dépenses. Donc comment on fait pour gérer en couple, si je dois résumer? Tu fais ton état des lieux comme quand tu fais ton état des lieux pour tes dépenses personnelles. Tu catégorises chaque dépense. Le premier live, on avait déjà vu les différentes catégories lors du premier live. Le cours gratuit, je base des fondations de mon cercle vertueux. Je te donne un outil où il y a les différentes catégories. Et après, pour éviter les confusions, tu utilises la technique de multibancarisation pour isoler les différents flux. Si tu n'es plus en couple avec le papa ou la maman de tes enfants, tu vas aussi isoler les dépenses liées aux enfants pour pouvoir avoir une gestion beaucoup plus claire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je suis toute oui. Sinon, on va passer à la 4e question. Je ne sais pas si elle est là, celle qui m'a posé la question. Dans tous les cas, je laisserai le replay comme d'habitude. On continue. Alors, la 4e question, c'est très clair, merci bien, super. Il y a toujours un petit décalage. Très bien, mais on continue alors.
La quatrième question. Mon compte est dans le rouge écarlate. Je l'ai laissé parce que j'ai trop aimé le commentaire. Mon compte est dans le rouge écarlate, je ne sais pas comment faire. Alors, par rapport à ça, on va revenir. Bon, ça, j'ai pris la question parce que je voulais... Ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter parce que c'est super important. Même si on l'a vu lors du premier live. Quand on décide de prendre en main ses finances, quelle que soit la situation actuelle, il faut faire un arrêt sur image et faire son état des lieux. On fait son état... Et faire son bilan, son état des lieux, la structure de ses finances, pour déterminer si on est à découvert, est-ce que c'est un découvert qui est chronique ou structurel. Un découvert chronique, c'est quoi? Le découvert chronique, c'est la conséquence d'une dépense qu'on n'avait peut-être pas prévue dans son budget qui a fait que on s'est retrouvé hors budget et on s'est retrouvé à découvert. Donc, au lieu de commencer avec, dans la structure financière, imaginons qu'on ait dit que tu avais 2000 € de salaire tous les mois, de revenus tous les mois, au lieu de commencer avec 2000 €, comme tu as eu un imprévu et qui t'a mis à découvert sur un mois donné, tu commences tous les mois avec, et que du coup ça t'a mis à découvert de moins 300 € par exemple, ou moins 500 €, tu commences tous les mois avec 1500 € au lieu de 2000 €. Ta structure financière que tu as fait pour faire ton budget intelligent prévoit 2000 €. Donc, le fait d'avoir ces 500 €, il va falloir mettre en place un plan d'action pour pouvoir retirer ce découvert, donc le rembourser et repartir sur une structure financière stable. Il y a un certain nombre de plans d'action à mettre en place par rapport à ça. Autre cas de figure, c'est le découvert structurel. Ça veut dire quoi, découvert structurel? Ben, quand tu fais ta structure financière, tu te rends compte que le gap entre tes dépenses variables, essentielles et obligatoires, donc les dépenses fixes, est trop mince par rapport à tes revenus. Donc le gap entre revenus et dépenses variables, essentielles et obligatoires est beaucoup trop mince pour pouvoir vivre sereinement, constituer ton épargne imprévue, profiter du voyage, profiter de la vie pleinement, etc. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un imprévu, ben, tu te retrouves à découvert parce que tu n'as pas assez de revenus pour pouvoir maintenir la structure financière que tu as aujourd'hui et dépenser sereinement pour des projets ou pour la vie de tous les jours. Et ça, c'est un autre plan d'action qu'il faudra mettre en place. Je pense que si tu me connais depuis un moment, j'ai l'impression qu'il y a mon petit garçon qui va arriver, donc je fais attention. Donc c'est bon. Ton ado, s'il vient ici, il met le bordel. Donc on fait attention. Donc si tu qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Donc si c'est un découvert qui est structurel, il faudra jouer sur le levier revenu. Il faudra effectivement commencer à voir si le gap est trop mince. Alors, si le gap est trop mince, ben, c'est par rapport à toi, ton lifestyle. Donc, toi, en fait, quand tu vas faire ta structure financière, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un reste à vivre. Ou moi, j'appelle ça un budget argent de poche. Donc, tu vas peut-être te rendre compte que ton budget argent de poche, il est de 500 €. Ok. 500 €. Après, la deuxième étape, mais ça, tu le verras dans le club. Ça, on le fera vraiment étape par étape. Donc, ta première étape, ce sera ça. La deuxième étape, ce sera de réaliser ton calendrier de dépenses qui est lié à ton mode de vie. Peut-être qu'en réalisant le calendrier de tes dépenses, tu vas te dire, ben, par rapport à ça, je sais que... Alors, non, je suis en train de répondre à la mauvaise question. Ta question, c'est comment je fais pour savoir si c'est mince? Ben, en fait, c'est... Si tu vois que tu as, par exemple, il y a des ratios. Moi, je suis pas très fan des pourcentages, mais bon, il y a des pourcentages qui sont universels. Si tu vois que tes dépenses fixes, ça représente déjà 70% de tes revenus, ça laisse 30% pour épargner, pour les dépenses variables essentielles qui sont donc les courses, les courses, les l'essence, les abonnements, autres qu'abonnements obligatoires, etc. 30%, ça peut paraître peu. Après, j'aime pas trop les ratios, les pourcentages. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as 5000 € et que 30% de 5000 €, c'est pas 30% de 1500 €, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop les ratios. Mais après, il y en a qui utilisent les ratios et qui te disent 50, 30, 20, etc. Je suis pas trop fan. Donc, tu peux regarder comme ça. Ou alors, tu peux regarder juste le montant qui te reste en euros. Si tu vois qu'il te reste 150 € et que tu as des enfants et que tu as un lifestyle à maintenir et que tu fais ton calendrier de dépenses lié à ton mode de vie, tu te rends compte que 150 €, tu pourras jamais vivre avec 150 €. Parce que même si dans ta structure financière, tu vas pas intégrer tout ce qui est shopping, tu vas pas intégrer les sorties, etc. Parce que ça, tu vas le voir dans le calendrier de dépenses lié à ton mode de vie. Ben, avec 150 €, tu sais déjà que tu n'auras pas suffisamment pour pouvoir maintenir un lifestyle minimum. Donc, il te faudra absolument augmenter tes revenus ou alors jouer dans ta structure financière, donc dans les dépenses fixes et obligatoires pour voir comment tu peux optimiser tes dépenses. Donc, pour répondre à ta question de façon claire, tu as les ratios 50, 30, 20 ou peu importe. Je suis pas très fan parce que ça dépend de tes revenus
Et ensuite, tu as, ben, moi je préfère regarder, c'est ce que je fais avec mes clientes, on regarde le montant disponible à la fin quand tu as fait ta structure financière. Et si tu as 150 euros ou 50 euros, ben, moi je considère que tu as un découvert structurel, si tu as découvert. Ou dans tous les cas, parce que des fois, quand j'ai des clientes, elles ne sont pas à découvert, mais elles ont quand même un reste à vivre qui n'est pas énorme, donc elles doivent compter les sous, elles doivent faire attention, elles prennent un budget, elles font vraiment attention à leur argent, etc. parce qu'elles savent que le gap est très mince et qu'elles n'ont pas droit à l'erreur. Dans tous les cas, même si tu n'es pas à découvert, même si tu n'as pas un découvert structurel, je considère qu'il faut quand même augmenter ce gap pour pouvoir mettre en place des choses, commencer à investir, épargner pour son épargne prévue, mettre en place des plans de provision, tout en profitant du voyage. Donc dans tous les cas, je reviens toujours au même point, on augmente le gap entre revenus et dépenses. Et comment on le fait? Ben, je préfère jouer sur le levier revenu parce qu'il n'y a pas de limite. Alors que les dépenses, ben, au bout d'un moment, tu arrives à une certaine limite. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Françoise, tu me diras. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on fait pour... ben, quand on pose des chiffres, après on s'en rend vite compte si le montant il est suffisant ou pas. Et en fonction de ton calendrier de dépenses et à ton mode de vie également. Donc, pour répondre à la question, bon, côté rouge écarlate, tu dois faire ta structure financière. Donc, tu dois faire ton bilan, arrêt sur image, état des lieux, pour ensuite faire ta structure financière et voir déjà si c'est un découvert structurel ou un découvert chronique. Tu sais, souvent, on a l'impression que c'est un découvert structurel, et ça, j'ai déjà eu le cas avec une cliente, mais quand on fait la structure financière, on se rend compte que c'est un découvert chronique et qui est lié en fait à plusieurs événements, des dépenses qu'on n'a pas prévues. Parce que ça arrive super vite, et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les dépenses imprévues qui arrivent, c'est souvent vers la fin d'année. Taxe foncière, on n'a pas anticipé assez, donc on a une dépense beaucoup plus élevée que ce qu'on avait prévu. Les impôts qui viennent nous dire, bon ben il y a une régule, donc ça on l'avait pas prévu non plus, parce qu'on n'a soit pas actualisé son taux de prélèvement à la source, ou alors on n'a pas prévenu, enfin actualisé, donc on n'a pas prévenu qu'on avait une augmentation de revenus, donc on a une régule à faire. Les dépenses de fin d'année qui sont beaucoup plus élevées parce qu'on doit acheter des cadeaux, etc. Et on n'avait pas prévu non plus dans son budget, donc on a tout dépensé en début d'année, on n'a pas fait de plan de provision, des choses comme ça. Donc ça nous fait rentrer dans un engrenage qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans un découvert structurel. À chaque fois que je dis à une cliente, on va faire ta structure financière pour voir si le découvert est structurel ou chronique, elle me dit, ah mais je suis sûre que c'est par rapport au fait que je gagne pas assez, parce que j'arrive pas à m'en sortir, je me demande comment font les gens et tout ça. Et quand on pose des chiffres, en fait, elle se rend compte que non, si je pars à zéro tous les mois, avec le revenu que j'ai un reste à vivre qui est conséquent. Qu'est-ce qu'un découvert structurel? Alors, je pense que tu es arrivé en cours de live. Pour reprendre rapidement, le découvert structurel, c'est que ton gap il est lié au fait que le gap entre revenus et dépenses fixes et essentielles est trop mince. Ce qui fait que tu n'as pas assez d'argent de disponible après avoir fait toutes tes dépenses essentielles pour pouvoir maintenir un lifestyle correct, entre guillemets. Alors qu'un découvert chronique, c'est parce qu'il y a eu des dépenses que je n'avais pas anticipées dans mon budget, qui fait que j'ai dû sortir une grosse somme d'argent, et en plus je n'ai pas d'épargne prévue, donc j'ai dû sortir des sommes d'argent que je n'avais pas anticipées. Ça m'a fait tomber à découvert sur un mois, et à chaque fois je traîne ce découvert parce que, au lieu de recommencer le mois avec mon salaire total, je commence le mois avec, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, 2000 euros, j'ai moins 500 euros de découvert, mais tous les mois je commence avec 1500 euros, alors que dans ma structure financière et quand j'ai fait mon budget, j'avais prévu un revenu de 2000 euros. Donc là, il faut faire un arrêt sur image et il faut mettre en place un plan d'action pour pouvoir remonter à 2000 euros de revenus sans le découvert. Donc voilà. Donc du coup, je me suis perdue. Bon, donc voilà. Donc en gros, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, je donne l'exemple de mes clientes. Donc souvent, elles sont surprises de se dire, mais en fait, c'est pas possible. Comment ça se fait? Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que on s'arrête souvent à sa structure financière et on a l'impression d'avoir fait un budget. Je m'explique. Tu vas faire ton état des lieux, tu vas lister tes dépenses fixes, tu vas catégoriser tes dépenses, tes flux financiers, etc. Super. Tu sais exactement combien il te reste pour vivre. C'est génial. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas faire ton calendrier de dépenses, je reprends l'exemple, j'en ai parlé lors du premier live, mais c'est pas grave, on n'en parle jamais trop. Si tu te rends compte que ton reste à vivre, ton argent de poche, c'est comme ça que je l'appelle, il est de 600 euros par mois, et que quand tu fais ton calendrier de dépenses lié à ton mode de vie, sur certains mois, tu vas peut-être te rendre compte que tu auras besoin de 700 euros, de 800 euros. Le fait de le savoir en amont va te permettre de mettre en place les plans de provision, les fameux plans de provision dont on parlait, pour pouvoir avoir la somme d'argent nécessaire
les mois où tu auras besoin d'avoir plus d'argent que ce que tu as comme argent de poche dans ta structure financière. Le fait de faire ça, ça te permet d'éviter les découvertes chroniques. Alors que quand tu t'arrêtes à la structure financière, ben, tu vas te dire, ah ben moi j'ai 600 euros, c'est génial, je vais mettre 300 euros de côté pour mon épargne projet, je garde 300 euros, c'est assez pour vivre la vie de tous les jours, je claque 300 euros, mais tranquille, j'ai mon budget, je fais mon épargne, etc. Ok. Quand tu arrives sur le mois où tu dois dépenser 700 euros au lieu de 600 euros, ben là tu vas te dire, ben j'avais pas anticipé ça, du coup, j'ai pas assez d'argent, je vais piocher dans l'épargne projet que j'avais prévu de mettre. Quand tu mettais 300 euros depuis le début de l'année, tous les mois sur un compte, tu vas piocher dedans. Donc déjà, tu vas envoyer un message erroné à ton cerveau en disant, j'arrive pas à ne pas piocher dans mon épargne. Alors que c'est simplement parce que tu n'as pas bien organisé tout ce qu'il fallait au moment où tu as fait ton budget, tu t'es arrêté à la structure financière. Ou deux, tu te dis, je vais pas toucher à mon épargne. Donc tu as découvert et tu rentres dans un engrenage. Tu vois? Donc, la structure financière, c'est déjà très bien, mais il faut aussi faire le budget de son argent de poche. C'est le budget intelligent. Donc, si tu as un compte dans le rouge écarlate, ben déjà, identifie la source de ce découvert-là. Et en fonction de ça, il faudra que soit que tu fasses un plan d'action. Donc, le plan d'action, c'est quoi? Ça peut être se dire, bon, ben écoute, je vais considérer que j'ai que 100 euros par mois pendant les 3 prochains mois pour pouvoir assainir la situation au fur et à mesure et combler ce découvert-là. Le fait de se dire ça, tu sais que c'est pour un temps, donc c'est pas contraignant. C'est pas comme quand tu te dis, j'ai que 100 euros pour le mois, mais tu sais pas vraiment pourquoi, parce que t'as pas fait les maths. Là, tu sais que c'est 100 euros sur les 3 prochains mois, donc certes, tu vas te restreindre pendant 3 mois, j'aime pas trop le mot restreindre, mais tu vas faire attention pendant 3 mois pour respecter le budget de 100 euros, mais ça va te permettre de sortir de ton découvert chronique, tu vois. Si c'est un découvert qui est structurel, là, tu vas devoir rentrer, donc c'est ce que j'appelle mettre la main dans le cambouis, regarder tes abonnements, est-ce que tu as des choses que tu peux optimiser, est-ce qu'il y a des choses que tu dépenses et que tu peux annuler, etc., etc. Mais en parallèle, il faut aussi voir comment augmenter le levier revenu. Et ça, c'est indispensable. Le live est en replay. Oui, il sera en replay, comme d'habitude. T'inquiète pas. Donc ça, c'est pour la 4e question. J'espère que ça a été clair. J'ai dit beaucoup de choses, mais vous me dites si c'est clair. J'attends un petit peu, comme d'habitude, il y a un décalage. Toujours un petit moment de solitude devant son écran. Avec plaisir, Anaïs. Ok, super. Bon, on continue. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais dans le club, on verra les plans d'action à mettre en place si on a... ça y est, je recommence à parler dans le nez. Si on a un plan d'action, si on a un découvert chronique ou si on a un découvert structurel. Donc voilà. T'inquiète, c'est bien avec toi. Super. Donc on continue. La 4e question. En admettant que je peux épargner 200 euros par mois, combien je mets pour la partie imprévue? Question très intéressante, mais je pense qu'elle n'est pas prise dans le bon sens. Il ne faut pas se demander combien je peux mettre en tant qu'épargne imprévue par rapport à ma capacité d'épargne. Ce qu'il faut faire pour constituer son épargne imprévue, il faut prendre en compte 2 choses. Ton ratio de précaution. Le ratio de précaution, dedans, tu as deux indicateurs. Ton probabilité Alors, tu as le ratio de précaution. Le ratio de précaution, dedans, tu as 2 choses. La probabilité de remplacement de tes revenus. Donc, si jamais tu perds les revenus, ta source de revenus principale, est-ce que tu pourras la remplacer? Et ta probabilité d'imprévu, finalement. Ta probabilité d'imprévu, et ça, c'est par rapport à ta situation personnelle. Donc, tu as ta base de calcul, tu as les 2 choses, c'est quoi? C'est la base de calcul. Dans la base de calcul, tu as tes revenus, tes charges obligatoires. Donc, les charges obligatoires, c'est ce qu'on appelle les dépenses fixes. Mais je n'aime pas trop dire dépenses fixes quand on parle des prévus parce que même si elles sont fixes aujourd'hui, parce qu'on est engagé avec un créancier, on s'est engagé à payer un abonnement à la salle de sport, on s'est engagé à payer un abonnement téléphonique, on est engagé contractuellement, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont fixes et qu'on ne peut pas les modifier. Donc je les appelle plutôt obligatoires parce qu'on est engagé par rapport à un contrat et par rapport au fait qu'on doit payer cette somme pour le service qui est rendu. Donc ça, c'est les dépenses obligatoires. Et ensuite, tu as les dépenses essentielles. Les dépenses essentielles, elles rentrent dans la base de calcul parce que, et je les appelle essentielles parce qu'en fait, c'est tout ce qui est lié à ton besoin vital. Je te donne un exemple, les courses. Si tu ne payes pas ton abonnement à la salle de sport, ça c'est un revenu, une dépense obligatoire, la salle de sport, elle va t'appeler, elle va te dire,
Coco, tu n'as pas payé ton abonnement, il faut payer parce que tu t'es engagé, tu vois. Donc c'est obligatoire. Demain, tu veux résilier, tu peux résilier, on va pas te dire tu peux pas résilier, sauf si tu as un engagement. Mais ça, c'est un autre détail. Donc tu peux résilier. Les courses, si tu fais pas les courses, personne va venir te dire tu dois faire tes courses. Mais c'est pas pour autant que tu vas arrêter de faire tes courses si jamais tu as une baisse de revenus ou si tes revenus ou si tu as un imprévu qui t'empêche de vivre normalement parce que tu as dû faire une grosse sortie d'argent. Même si tu as fait cette grosse sortie d'argent, tu vas quand même aller faire tes courses parce qu'il faut te nourrir. C'est pour ça que j'appelle ça dépenses essentielles. Donc dans ta base de calcul, tu vas prendre tes revenus obligatoires parce que demain, tu as une baisse de revenus, il faudra quand même que tu payes tes revenus. J'arrête pas de dire revenus obligatoires. Tes dépenses obligatoires. Si demain tu as une baisse de revenus, tu vas quand même devoir payer ce pourquoi tu t'es engagé, donc c'est les dépenses obligatoires. Exactement, exactement. Donc du coup, il y a ça. Et tu vas quand même aller faire les courses, même si c'est un minimum, parce que c'est un besoin vital. Pareil pour la voiture, ça je l'intègre dans les frais d'essence et les frais de transport, je l'intègre dans ma base de calcul parce que pour aller au travail, pour pouvoir gagner de l'argent, il faut que je mette de l'essence dans ma voiture pour aller bosser. Donc c'est des dépenses qui restent essentielles pour continuer à vivre normalement entre guillemets. Donc ça c'est la base de calcul. Après tu as le ratio de précaution. Le ratio de précaution c'est simplement le nombre de mois où je vais devoir, le nombre de mois que va représenter ma base de calcul. Je m'explique. On dit qu'il faut mettre à peu près entre 3 et 6 mois. Mais ça dépendra de ta situation personnelle et de ta situation professionnelle. Donc le PI, la probabilité d'imprévu, la situation personnelle, et le PRR, la probabilité de remplacement du revenu, ça c'est ta situation professionnelle. Je te donne un exemple. Si j'ai une maman qui est propriétaire de plusieurs appartements, qui a 3 enfants, sa probabilité d'imprévu, elle sera beaucoup plus élevée qu'une femme célibataire qui n'a pas d'enfants et qui est locataire. Parce que la femme qui est propriétaire de plusieurs appartements et qui a 3 enfants, ben, elle peut avoir des imprévus qui sont liés aux enfants. S'il y a un enfant, il faut qu'on lui achète des choses pour, je sais pas, avoir des imprévus qui sont liés aux enfants. Je vais pas aller chercher un exemple, mais voilà, on sait très bien que les imprévus liés aux enfants, il y en a. Les imprévus liés à ces appartements, je ne sais pas s'il y a des investisseurs parmi nous, mais il y en a forcément, donc il faudra plus de cash, etc., etc. Donc son PII sera beaucoup plus élevé que la femme célibataire qui se contente, entre guillemets, de payer un loyer et qui n'a personne à charge. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un, à ces deux mêmes personnes, ben, tu mets simplement 3 mois de charge de côté. Parce que elles n'ont pas la même situation personnelle. La probabilité de remplacement des revenus, c'est quoi? Un intérimaire n'aura pas le même ratio de PRR que quelqu'un qui est en CDI depuis 10 ans. La personne qui est en CDI depuis 10 ans, si elle perd son travail, elle va forcément avoir, en tout cas, forcément, ça dépendra des cas, mais elle aura plus de chances d'avoir des indemnités, d'avoir des droits au chômage qu'un intérimaire qui finit une mission. Donc pareil, l'intérimaire n'aura pas le même PRR que la personne qui est en CDI. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour déterminer combien de mois de ma base de calcul, donc les charges obligatoires et les charges essentielles, combien de mois de cette base de calcul je vais devoir mettre de côté pour mon épargne imprévue. Pour faire ça, je ne sais pas si tu as déjà accès tu t'es déjà inscrit au cours gratuit Je pose des fondations de mon cercle vertueux, mais dans ce cours-là, je t'ai mis dans le workbook un questionnaire qui te permet d'avoir un résultat et en fonction de ce résultat, tu sais, enfin ça te donne une indication parce que c'est en fonction de toi. Il y a un troisième indicateur à prendre, c'est toi, ta sérénité, elle est à partir de quand? Il y a des gens qui vont me dire, j'ai une cliente qui m'a dit, bah écoute, je sais que j'ai 10 000 euros de côté, mais je suis toujours pas sereine, il faut que je mette plus. Donc là, déjà, bon, il y a un souci de peur du manque par rapport à ça, mais il y a aussi la sérénité qu'il faut prendre en compte aussi. Donc si je te dis que par rapport au questionnaire, il faut que tu mettes 4 mois de base de calcul de côté, peut-être que toi, tu vas dire, ouais, mais 4 mois, c'est pas assez, en fait, hein, je suis pas sereine avec 4 mois seulement. Donc ça, à ce moment-là, on va travailler sur les raisons pour lesquelles tu n'es pas sereine par rapport aux 4 mois. Et on va aussi trouver un juste milieu et se dire, bon, même si là, le questionnaire te préconise 4 mois, tu vas peut-être mettre 5 mois parce que là, tu commences à être un peu plus sereine. Donc ça, c'est pour répondre à la question de l'épargne imprévue. C'est pas par rapport à tes 200 euros que tu vas déterminer le montant que tu vas mettre de côté, c'est par rapport à ta base de calcul et ton ratio de précaution qui y a dedans le PII et le PRR. Maintenant, la réalité est quand même le fait que tu ne peux mettre que 200 euros par mois de côté.
par rapport à ça, moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu actives ce que j'appelle le Money Maker Mindset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour constituer ton épargne prévue, tu n'es pas obligé de prendre uniquement les 200 € par mois que tu as de disponible. Tu peux te dire, bah, écoute, j'ai fait mon calcul, comme Cindy m'a dit, j'ai ma base de calcul, je sais qu'il faut que je mette, je dis une connerie, 4 000 € de côté pour mon épargne prévue. J'ai 200 € par mois par rapport à ma structure financière, c'est ça ma capacité d'épargne mensuelle, c'est de 200 €. Ben, tu n'es pas obligé de prendre sur les 200 €, tu peux dire, bon, ben, je prends 100 € pour constituer ça, et en parallèle de ça, je vais mettre en place un side hustle. Donc, side hustle, je l'ai déjà expliqué. Pour moi, un side hustle, c'est pas un side business parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement. Un side business, effectivement, la différence, c'est que c'est une activité que tu pourras potentiellement pérenniser et qui pourra devenir ta source de revenus principale parce que c'est toi qui as développé une offre, c'est toi qui as mis en place une stratégie d'acquisition client, etc. Le side hustle, c'est un quick win. C'est que, par exemple, mais écoute, ma voiture, je sais que bon, elle est plutôt en bon état, etc. Je l'utilise pas trop le week-end, mais je la mettrai en location sur un site dédié. Ça peut te rapporter des centaines d'euros supplémentaires par mois. Tu peux te dire que tu fais ça pendant 6 mois, 1 an, pour constituer ton épargne imprévue. Comme ça, tu ne touches pas aux 200 €, tu ne touches pas à la totalité de ta capacité d'épargne. Tu peux aussi te dire, je vais faire le point sur ce que je peux vendre sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Je sais, ce n'est pas de l'argent que tu vas gagner, on en a parlé la semaine dernière, parce que si tu vends une robe à 30 € alors que tu l'as achetée à 80 €, dans les faits, et comptablement parlant, tu n'as pas gagné d'argent. Mais tu as fait rentrer du cash. Donc tu as utilisé ta robe, maintenant tu la revends parce que tu ne la mets plus, ben cet argent que tu fais rentrer va te permettre de le mettre pour constituer ton épargne imprévue. Tu vois? Donc même si tu as que 200 € de capacité d'épargne, il faut que tu actives ton Money Maker Mindset pour te dire comment je vais faire pour constituer ces 4 000 € dont j'ai besoin après avoir fait le calcul que Cindy m'a préconisé, tu vois. Donc c'est ce qu'il faut mettre en place. Et c'est comme ça que tu vas réussir à constituer ton épargne imprévue pour ensuite passer aux autres épargnes un peu plus intéressantes, comme l'épargne projet ou commencer à investir pour son cercle vertueux, etc. Donc voilà, après, ce que tu peux faire aussi, c'est fonctionner par palier. Donc, peut-être que toi, le chiffre objectif, le montant objectif, c'est 4 000 €. Mais ça ne veut pas dire que demain, tu auras besoin des 4 000 € tout de suite. Tu vois, c'est juste le matelas de sécurité pour être serein et se dire, bon, ben, j'ai du cash de côté pour pouvoir pallier aux imprévus et que ça n'impacte pas les différents plans de provision, la stratégie d'investissement que j'ai mis en place pour constituer mon épargne imprévue. Tu vois, donc c'est ton matelas de sécurité objectif. Maintenant, en ayant déjà un premier palier, ça peut être par exemple 1 000 € si ton PII n'est pas très élevé. Tu peux dire qu'à partir de 1 000 €, tu es déjà beaucoup plus serein, donc tu peux concentrer ton focus. Tu peux diviser ton focus entre la constitution de ton épargne prévue et commencer à investir en bourse, tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire en atteignant ce premier palier. Si tu as un PII qui est un peu élevé, tu peux te dire, ben, quand j'ai l'équivalent d'un mois de salaire, je peux commencer à diversifier et diviser mon focus entre constituer mon épargne prévue et commencer à investir ou épargner pour mes projets. Si tu as une petite capacité d'épargne, bien sûr. Je reste sur les 200 €. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question, si je vais résumer. L'épargne prévue, tu ne dois pas la constituer en fonction de ta capacité d'épargne, tu la constitues en fonction de la base de calcul. Dépenses obligatoires, dépenses essentielles. Et par rapport à ton ratio de précaution, probabilité d'imprévu et probabilité de remplacement de mes revenus. Une fois que tu as le montant de ton épargne imprévue, tu actives ton Money Maker Mindset pour pouvoir, donc Money Maker Mindset, je sais que je fais beaucoup de franglais, celles qui me connaissent savent déjà, je mets des mots anglais dans toutes mes phrases, donc il faudra s'habituer parce que je ne vais pas réussir à changer ça, mais voilà, le Money Maker Mindset, c'est quoi? C'est la mentalité de comment je vais faire pour gagner de l'argent. Donc au lieu de se dire, j'ai que 200 €, tu vas te dire, comment je vais faire pour gagner les 2 000 €, les 4 000 € supplémentaires? Comment je peux mettre en place des actions pour pouvoir apporter ce cash-là? Tu vois, donc là, tu vas plus te concentrer sur je sais que je peux activer des choses pour avoir cet argent-là, au lieu de se dire, je n'ai que 200 € aujourd'hui pour les constituer. Tu vois la différence de mindset? C'est ce que j'appelle Money Maker Mindset. Je trouve qu'en anglais, c'est toujours plus parlant qu'en français, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis ça en anglais. Donc voilà, donc c'est la deuxième chose, c'est activer son Money Maker Mindset pour se dire, je sais que je dois mettre 4 000 €, comment je peux faire pour les constituer? Je sais que j'ai 200 €, ok certes, mais je peux aller plus vite en vendant des choses sur Vinted, en louant ma voiture sur site internet, en faisant du parrainage bancaire pour pouvoir avoir des primes. Et ces primes-là, elles vont me permettre de constituer les 4 000 €, etc., etc. Side hustle. La troisième chose, c'est se dire qu'on fonctionne par palier. Si j'ai un PII, donc probabilité d'imprévu, qui est assez faible,
je peux me dire que mon premier palier, ce sera 1 000 euros. Donc, quand j'ai mes 1 000 euros, hop, au lieu de mettre toutes mes actions sur la constitution de cette épargne, je peux diviser mon focus entre constituer mon épargne imprévue et commencer à construire mon cercle vertueux, c'est-à-dire investir en bourse ou développer mon side business ou alors épargner pour des projets, etc. Troisième chose, si j'ai un pays qui est plutôt élevé, le palier peut être l'équivalent d'un mois de salaire. Donc si je gagne 2500 euros, au lieu de dire que ce sera 1000 euros, je mets 2500 euros et après, je divise mon focus. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je crois que tu es dans le live. La personne qui m'a posé la question. Donc ça, c'est pour l'épargne imprévue. Vous me dites, comme d'habitude, si c'est pas clair, si vous avez des questions, j'attends un petit peu. Et on va passer à la prochaine question. Il en reste 2. Donc ça va, c'est rapide. Ça fait presque 1 heure. Ça fait un peu moins d'1 heure. Je pense qu'on peut finir en... Je sais pas si on va finir en moins d'1 heure, mais en tout cas, on va faire 1 heure. Donc ça va. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Rien à signaler. Génial, mais on continue. Merci de me répondre. Alors, je ne sais plus quelle question, mais la prochaine question, c'est que penses-tu des complémentaires comme épargne, assurance vie, PER, etc. En fait, je n'en pense pas grand-chose. Pour moi, c'est simplement des enveloppes fiscales qui permettent d'optimiser sa fiscalité, de réduire ses impôts sur les potentiels gains qu'on aurait de ses investissements, etc. Donc, c'est intéressant. Avoir une assurance vie, c'est intéressant. Avoir un PEA, c'est intéressant. Donc, pour moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un dispositif que l'État nous a mis en place. Donc, il faut en profiter. Mais par contre, ce que moi, je veux préciser par rapport à ça, c'est que il ne faut pas prendre en compte que la réduction des impôts. Je m'explique. Quand tu vas investir dans un PEA, tu ne pourras investir que dans des actions européennes. D'accord? Il y en a, ils vont investir que dans un PEA parce qu'ils savent qu'il y a la réduction d'impôts, etc. C'est génial. Si je garde pendant 5 ans, j'ai la réduction d'impôts sur la plus-value, les dividendes, etc. Super. Mais il faut quand même faire une analyse un peu plus globale. Parce que des fois, même souvent, le fait d'investir sur un CTO, donc un compte titre ordinaire, qui n'est pas une enveloppe fiscale, c'est juste un compte classique pour investir en bourse. Le fait d'investir sur un CTO dans des actions américaines, par exemple, ta stratégie sur ton CTO va peut-être être beaucoup plus performante, même avec les impôts, que tes actions sur le PEA. Donc, au lieu de se dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce que je dois choisir, ben, pourquoi pas tout faire, hein? Moi, par exemple, j'ai un PEA, j'ai un CTO et j'ai une assurance vie. J'investis sur mon PEA dans les actions qui sont dans ma liste, dans les actions européennes qui sont dans ma watchlist. La watchlist, je t'invite à regarder le live de la semaine dernière pour savoir de quoi il s'agit. Et dès que c'est une action américaine, parce que le plus souvent, moi, pratiquement toutes mes actions sont américaines, si c'est pas européen, eh bien, j'investis via mon CTO. Comme ça, je choisis pas. Dès que je peux bénéficier de l'enveloppe fiscale, j'en bénéficie. Dès que je peux pas, j'investis dans mon compte titre parce que l'action, elle est rentable. Donc voilà, donc j'ai pas d'avis particulier par rapport à ça. C'est juste que c'est intéressant de profiter des dispositifs que nous met en place l'État. Mais il ne faut pas prendre en compte que ce critère-là, le critère de la fiscalité, pour investir. Donc tu prends ton PEA, tu ouvres tes assurances vie et tu ouvres pour les actions qui rentrent dans le cadre de ce PEA, donc les actions européennes. Et pour les autres actions, il ne faut pas te priver d'investir dedans, tu ouvres ton compte titre ordinaire. Voilà. La dernière question, comment tu fais pour rendre les dépenses variables fixes? Donc je l'ai eu hier parce que j'ai mis un post sur Instagram en disant que un des principes de la méthode FODAF, c'est de rendre fixes ces dépenses variables essentielles. Donc voilà, donc j'ai eu la question en privé, donc je me suis dit que ça serait intéressant de répondre en live. C'est très simple. En fait, dans la méthode FODAF, donc j'ai déjà expliqué la première partie, on fait sa structure financière. Quand tu fais ta structure financière, tu vas partir de ton état des lieux. Donc, pour une dépense, on va prendre l'exemple des courses, qui est une dépense variable essentielle. Moi, quand je fais le budget, la structure financière avec mes clientes, on rend ce budget-là fixe. Donc, ça veut dire que je peux vous donner, moi, mon budget courses. Je sais que le truc, il est déjà ancré dans mon cerveau. J'ai 440 € par mois de budget courses. Dans les faits,
Je dépense pas 440 euros pile. Il y a des mois où je serai à 400 euros, des mois où je serai peut-être à 500 euros, des mois où je serai à 350, etc. Parce que ça varie et c'est normal. Donc, comment je fais pour les rendre fixes? Je prévois un budget. Donc, je fais mon état des lieux. Donc, ça, tu pourras le faire. Si tu viens dans le club, on va le faire ensemble et tu auras un outil pour le faire. Je fais l'état des lieux je fais mon bilan, je fais ma structure financière. Quand je fais l'état des lieux, ben, j'ai une moyenne par mois de budget course. Donc, pour faire la moyenne, tu vas faire le total. Moi, je fais toujours l'état des lieux sur une année. Je sais que c'est chiant, mais tu le fais qu'une fois. C'est juste pour vraiment avoir une photo complète de la façon dont on dépense ton argent sur l'année. Donc, sur l'année, tu vois très bien à peu près combien tu dépenses par mois pour les courses. Soit tu décides de faire une moyenne, donc tu prends le montant global de l'année et tu divises par 12. Soit tu décides de prendre le montant le plus élevé. Donc, si sur un mois, tu as dépensé 500 et que les autres mois, c'est plutôt 450, ben, tu vas prendre 500. Et ça, tu te dis, ben, écoute, ça, c'est mon budget course que je mettrai dans la structure financière. Ça, c'est le montant que je vais mettre dans mon virement automatique par rapport à la technique de multibancarisation. Donc ça, tu t'en occupes plus. Et l'autre façon de les rendre fixes, c'est que tu vas isoler ce flux-là. D'accord? Donc, il y a une technique pour isoler les différents flux, etc., etc. Donc, tu mets en place ton virement automatique. Dans les faits, peut-être que pendant 3 mois, tu ne vas pas dépenser les 500 euros. Eh bien, j'utilise la technique de matelas de trésorerie. En fait, au fur et à mesure que les mois vont passer, tu vas te constituer un matelas de trésorerie par flux. Ce qui fait que demain, si je dépense 550 euros parce que j'ai fait un apéro à la maison, parce que j'avais envie de fêter quelque chose, donc j'ai acheté un champagne, c'était pas prévu, ou j'en sais rien, pour quelques raisons, parce que la vie, ben on vit, hein, pas parce qu'on fait un budget qu'on doit respecter. Donc je peux pas acheter mon champagne parce que j'avais prévu 500 et je suis à 500. Moi, je suis pas, pour moi, c'est de l'argent, faut mettre en place des systèmes qui permettent de vivre sereinement et de mettre son argent à son service. Donc c'est ce qu'on fait avec la méthode FODAF. Donc peut-être que tu vas dépenser 550 euros. Au lieu de te dire, bon ben, j'ai dépensé 550 euros, donc il faudra que je prenne dans mon argent de poche, parce que pour moi, il faut vraiment pas y toucher à cet argent de poche, c'est vraiment pour chill et les dépenses liées à son mode de vie, eh bien, tu vas piocher dans ton matelas de trésorerie que tu auras constitué. Tu vois? Donc, on va pas rentrer vraiment dans le détail, mais ce qui permet de rendre cette dépense-là fixe, en fait, elle n'est pas vraiment fixe. C'est simplement que toi, ton virement automatique, il sera fixe parce qu'il est automatisé, tu vas mettre en place un virement automatique, tu auras un compte qui sera dédié pour ces dépenses-là. Donc, toi, tu vas pas te focaliser sur ça, parce que tu vas mettre en place des matelas de trésorerie, donc des petits matelas de sécurité qui vont te permettre de piocher dedans si jamais ton budget course est dépassé de quelques euros sur un mois par rapport au virement que tu auras fait sur ce mois-là. Et comment tu le fais? Mais c'est en prenant comment on dit ça? C'est en faisant ton état des lieux pour avoir un montant réaliste. Si toi, ton montant, il est de 400 euros, à peu près entre 400 et 450, tu vas pas mettre 300 euros. Parce que tu te dis qu'il faut que tu dépenses 300 euros. Il faut rester réaliste. Donc, quand tu vas faire ta structure financière, quand tu vas mettre en place ton virement automatique, tu vas le mettre en fonction de toi, ce que tu dépenses réellement aujourd'hui. Donc, si c'est 400 euros, tu mettras 400 euros. Même si, toi, tu as envie de baisser à 300 euros. Pour l'instant, tu laisses à 400 euros. Comme ça, ça te permet de constituer ton matelas de trésorerie. Et après, ben, je le fais toujours avec mes clientes, on voit comment optimiser son budget course. Et peut-être que au bout de 6 mois, tu pourras baisser le virement automatique à 300 euros comme tu voulais parce que tu as mis en place des actions. Mais tu mettras ça en place, mais tu vas le baisser que quand les actions elles auront été mises en place. Donc voilà, donc pour résumer, comment je fais pour les rendre fixes? En fait, dans les faits, ils ne sont pas vraiment fixes, mais mon virement automatique que je mets en place pour ce flux-là, il est fixe parce que j'ai fait mon état des lieux, j'ai déterminé un montant qui est réaliste grâce à mon état des lieux, et comment je fais pour ne pas être impacté par la variation de cette dépense qui en réalité n'est pas fixe, mais je mets en place un système qui me permet d'avoir des matelas de trésorerie en automatique. Donc voilà. Voilà pour la 7e question que j'ai eue hier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dans tous les cas, cette technique-là, c'est quelque chose, c'est clairement ce qu'on voit dans la méthode FODAF, dans la première phase de la méthode FODAF, donc la gestion financière. Et c'est ce qui permet clairement de... Coucou Anne, ça fait plaisir. Mais tu arrives à la fin, mais c'est pas grave. Donc du coup, c'est ce qui permet vraiment d'être sereine parce qu'en fait, tu mets en place un système à ton service, tu automatises 80% de tes flux financiers. 80% de tes flux financiers, c'est quoi? C'est les dépenses variables essentielles, les dépenses fixes. Et après, pour ce qui reste du budget argent de poche, tu mets en place un plan de provision, donc même ça, tu peux l'anticiper. Quand tu as fait ça, tu es au calme.
tu es au calme. Et moi, je te dis, mais à chaque fois que je mets ça en place avec mes clientes, elles me disent, mais attends, ça paraît évident, mais c'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Parce que nous, on est plutôt habitués à avoir un seul compte, à avoir tout qui sort au même moment. Je n'en ai pas parlé, mais les problèmes de phasing, moi aussi on en a parlé au début du live, mais les problèmes de phasing, mais ça même pour un gestionnaire de métier, le fait d'avoir les différents flux, les différentes dépenses qui sortent au fur et à mesure, cette méthode, ah, ça fait plaisir, Team CEO. Il y a des clientes qui sont en train de parler pour ça, donc ça fait plaisir de voir que effectivement, ça change pas que ma vie, ça change la vie de mes clientes aussi, et ça j'adore. Et donc du coup, le fait d'avoir les problèmes de phasing et tout ça, tout ça, ça nous bloque en fait dans l'optimisation de notre gestion financière. Donc on met ça sur au pilote automatique, on met en place un système pour gérer tout ça en automatique, j'ai pas d'autres mots, et après on se focalise sur la partie fun de sa gestion financière. Les plans de provision pour réaliser ses projets, la stratégie pour investir dans des actions à dividendes, développer un side business pour augmenter ses revenus, etc., etc. Donc voilà, et c'est ce qu'on va commencer à faire à partir du 6 décembre, j'ai trop hâte, avec celles qui me feront confiance. Voilà pour le live, on a fait 1 heure pile, je suis trop contente. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse un petit moment pour voir si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, je vous donne rendez-vous pour ceux qui se sont inscrits au workshop. Je vous donne rendez-vous dès lundi soir, 18h30 heure de Paris, pour commencer. Je tente d'épargner 200 € sur les 2000 € que je gagne. Mais souvent je galère, certains mois je fume un peu plus, d'autres j'ai envie de chocolat. Ah, il y a des réactions, alors attendez. Moi je fume un peu plus, d'autres mois j'ai envie de chocolat, du coup je force un peu, c'est pas évident. Mais si tu mets en place, parce que déjà poste tes fondations, comme je t'ai dit, je te conseille de t'inscrire au cours gratuit, et puis tu verras, dès que tu auras mis ça en place, tu vas déjà gagner en clarté, et tu verras, peut-être que tu te rendras compte que les 200 €, ils seront suffisants, mais que le fait de ne pas avoir une organisation de ton budget argent de poche, fait que tu n'arrives, des fois tu pioches dedans. Donc, mets en place tes fondations et après tu verras sur quoi tu dois jouer. Alors, il faut que j'arrête de jouer mes cheveux. Vu qu'on dispatche tout sur différents comptes, je me pose la question suivante. Qui dit compte dit carte, donc pour les courses par exemple, utiliserais-tu une carte précise? Alors, très bonne question. Pour le club CEO, c'est la Gladys. pour les dépenses fixes, en fait, c'est ce que j'appelle c'est un compte de dépôt. Il n'y a pas de carte bancaire parce que c'est juste, voici le compte, voici les créances et le RIB, faites votre vie là-dessus, je m'en occupe même pas. Parce que ce sont des dépenses qui sont fixes. Donc en fait, prélèvement pour les abonnements, assurance, etc., je sais que cet argent-là, il va sortir. Donc en fait, j'ai pas besoin de carte bleue parce que je paye rien d'autre que mes abonnements qui sont payés par prélèvement, etc. Donc pour les dépenses fixes, je n'ai pas de carte. Pour le compte dépenses fixes. Pour le compte dépenses variables essentielles, effectivement, après, en fait, j'ai deux comptes variables finalement. C'est mon compte argent de poche, donc c'est pour mes dépenses liées à mon mode de vie, donc pour les dépenses de tous les jours. Et j'ai une carte bleue pour les dépenses essentielles. Mais tu prends vite le pli, hein. Moi, j'ai 2 cartes bleues. J'en ai même plus parce que j'ai la carte de mon compte pro. Donc, j'en ai même plus. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas dérangeant. C'est un pli à prendre. Et ça vaut tellement le coup que tu verras que c'est pas dérangeant. C'est quoi pour le 6 décembre? En fait, le 6 décembre, alors, j'ai le club qui va être lancé. Donc, le club, c'est mon programme d'accompagnement pour t'aider à mettre en place ton cercle vertueux avec la méthode FODAF que j'applique. Donc là, je vous donne des petits bouts de la méthode FODAF depuis plusieurs semaines en live. On va mettre en place, c'est un programme qui va te permettre de mettre en place la méthode FODAF, de lancer ton side business. Donc, on va tout voir ensemble. Comment trouver l'idée, comment le mettre en place, comment le développer, comment l'automatiser. Parce que c'est un side business, donc on travaille à côté. Donc il y a ça. Et après, la troisième phase de la méthode FODAF, c'est maintenant que j'ai augmenté mes revenus, maintenant que j'ai un système qui est à mon service, comment je fais pour générer le deuxième type de revenu qui est important pour le cercle vertueux, ce sont les revenus passifs. Donc j'apprends comment investir dans des actions à dividendes pour pouvoir augmenter au fur et à mesure des revenus passifs. Donc c'est une méthode qui permet de créer son cercle vertueux, clairement. C'est pas une méthode qui va te permettre d'être riche demain, mais par contre, dans 10 ans, si tu mets en place cette méthode, dans 10 ans, tu te remercieras, c'est certain. Et en plus, tu profites du voyage parce que moi, je ne vais pas t'apprendre à réduire tes dépenses et à revoir tes ambitions. Je vais t'apprendre plutôt à comment faire pour matcher tes finances avec tes ambitions et tes standards de vie. Parce que c'est ce que je fais. Donc, la dernière fois, je disais, c'est une amie, on était en train de parler et je lui disais, mais moi, quand je vois par exemple les coachs financiers qui disent, oui,
La voiture en passif, tu achètes ta voiture et au lieu de constituer ton patrimoine, patati patata, des fois il y a des commentaires très moralisateurs qui me gênent un peu. Et je lui disais, je vais pas les encourager à conduire dans une poubelle alors que moi-même j'ai un SUV. C'est pas logique. Pour moi, il est possible d'avoir son SUV et de constituer son patrimoine. Tu peux pas dire à quelqu'un, mais achète une poubelle et ça va te permettre, comme voiture, ça va te permettre de dégager de l'argent pour investir. Alors que le levier revenu, il n'y a pas de limite. Pourquoi on va se limiter? Après, je dis pas qu'il faut acheter un SUV, mais c'est juste pour cet exemple-là, je disais, faut arrêter de faire les gens rentrer dans un moule. Faut leur dire, ok, sois au clair sur tes standards, sois au clair sur ta vie idéale. Maintenant que tu es au clair là-dessus, on va s'organiser pour pouvoir faire de cette vie idéale ta réalité. Et c'est ce qu'on va faire dans le club. Comment on fait pour s'inscrire? Ben, tu t'inscris sur la liste d'attente. Comment on appelle ça? Les inscriptions, les portes seront ouvertes à partir du 23. Un peu plus tôt pour celles qui seront sur la liste d'attente, donc je t'invite à t'y inscrire. C'est limité, donc je le fais par promotion pour pouvoir vraiment garder cette cohésion de groupe, aider les filles, parce qu'il y a tout un système. Et si tu t'inscris sur la liste d'attente, tu vas recevoir 3 audios dans lesquels j'explique vraiment en détail le programme. Là, ce serait un peu compliqué de le faire pendant 5 minutes, mais j'explique vraiment comment ça se passe, ce que tu vas trouver dedans. Et comme il y a des live questions-réponses où les filles vont m'envoyer leurs questions en amont, soit à l'écrit, soit en audio, pour que je puisse y répondre en live, mais comme on fait ici, pour que ça reste, que je puisse me focaliser sur chacune d'entre elles, je limite le nombre de places à 30 personnes pour que je puisse aider, même si c'est un programme de groupe, mais pour que je puisse répondre aux problématiques de chacune d'entre elles qu'elles m'ont posées à l'écrit ou à l'oral chaque mois. Donc 30 places, les portes ouvrent à partir du 23 novembre officiellement. On commence le 6 décembre. Dès le 13 décembre, on aura mis en place tout ce que je viens de vous expliquer. Et à partir de janvier, on va travailler sur la partie revenu, side business, side hustle. Et en février, on va voir la partie investissement en bourse. Voilà, alors j'ai raté plein de messages, alors je vais essayer de les lire. Comment on rejoint, j'ai répondu. Si on veut pas se prendre la tête à avoir plusieurs comptes, tu penses que c'est possible de tout gérer correctement avec un seul compte? Franchement, ma méthode FODAF, c'est le principe de ma méthode FODAF, l'un des principes importants, l'un des principes capitaux, c'est la multibancarisation. Donc, si tu veux pas avoir plusieurs comptes en banque, la méthode FODAF ne va pas te convenir. Je peux l'entendre, hein, mais pour automatiser tes flux, pour moi, pour pouvoir se dégager du temps, tout en gérant comme une CEO ses finances, il faut automatiser ses flux. Comment j'automatise les flux dans la méthode FODAF? C'est avec la multibancarisation. Donc, si tu veux pas avoir plusieurs comptes, effectivement, la méthode FODAF ne pourra pas te convenir. C'est hyper évident quand même, quand on met en place les différents comptes. Ça tourne tout seul. Exactement, Gladys. Ah ben, je suis contente parce que Gladys, il n'y a pas que moi qui le dis. Quand tu es convaincu par ce que tu fais, c'est difficile de le vendre parce que c'est toi qui l'as mis en place. Donc, c'est difficile. Mais quand c'est ta cliente qui le dit, ben, ça fait plaisir. Merci Gladys d'avoir répondu. Il faut... Alors, attends. C'est hyper évident quand on met en place. Exact. En fait, ça fait peur au début. On a l'impression que, waouh, 4 comptes à gérer. Mais en fait, sur les 4 comptes, il y a que 2 comptes que tu vas gérer. Un que tu vas gérer une fois par semaine parce que je vais t'apprendre à optimiser la partie course. Tu vas le gérer qu'une fois par semaine parce que tu vas faire tes courses une fois par semaine. Et le compte argent de poche. Et au final, c'est ça en fait c'est ça qui compte, c'est l'argent de poche. Donc, gérer ton compte argent de poche, c'est pas contraignant. Il faut mettre en place les virements automatiques. Et bam, exactement Gladys. J'aime ça, je veux pas baisser mes standards, mais exploser mon plafond de verre. Exactement, Samy, t'as tout compris. Team femme ambitieuse. Faut payer chaque mois quand on s'inscrit. Alors, ça dépend, tu peux payer en une fois. C'est un programme qui est sur un an. Tu peux payer en une fois. Ou tu peux, alors il y aura le paiement en plusieurs fois, en 6 fois. Ou en 12 fois comme un système d'abonnement sur un an. Pourquoi j'ai mis en 12 fois? C'est volontaire. Parce que je veux vraiment pouvoir permettre aux personnes qui ont l'ambition de créer leur cercle vertueux mais qui n'ont peut-être pas le budget pour investir en une fois dans un programme, qui peut leur donner la chance d'accéder à ce programme-là. Donc, ce sera comme un abonnement, donc ce sera sur une année. Et l'avantage aussi, c'est que quand tu vas payer, donc ce sera 77 € par mois pour celles qui vont payer en 12 fois, quand tu vas payer cette somme-là, ton retour sur investissement, si tu appliques et moi je suis Team Action, donc tout sera fait pour que tu appliques ce que tu vas apprendre tout de suite. Si tu appliques ce que tu vas apprendre tout de suite, ben, tu vas déjà mettre en place ton side hustle, tu vas déjà réfléchir à ton side business, tu vas peut-être pas gagner 1000 € grâce à ton side business tous les mois, quoique, mais en tout cas, tu vas déjà augmenter tes revenus dès le début du programme. C'est un programme qui est sur un an, mais tu vas voir toute la méthode jusqu'au mois de février et après il y a un suivi jusqu'au 1 an où tu vas intégrer le programme. Donc c'est pour ça que j'appelle ça le club, parce qu'on sera ensemble, on va avancer ensemble, on va partager
nos victoires, on va partager nos résultats, on va se motiver parce que l'entourage, c'est important. Donc, même si c'est sur un an, dès les 4 premiers mois, tu auras déjà vu toute la méthode FODAF. Tu pourras déjà l'appliquer. Donc, tu vas payer 77 € par mois et à partir de février-mars, tu vas déjà commencer à gagner un peu plus parce que tu vas mettre en place les choses et donc tu pourras plus sereinement payer ton investissement pour apprendre une méthode. Mais avec une seule entrée d'argent, comment avoir plusieurs comptes? C'est pas lié la rentrée d'argent. C'est pas lié du tout. Tu peux avoir qu'un seul revenu. Là, c'est vraiment lié au flux de dépenses. Donc, même si tu n'as qu'un seul revenu, tes flux de dépenses, quels que soient tes revenus, on a tous la même structure financière. Et c'est par rapport à la structure financière, donc les flux de dépenses, que tu vas mettre en place la multibancarisation. C'est pas par rapport à tes revenus. Je m'entends parler dans le nez, c'est horrible. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'espère que j'en ai pas raté. Si j'ai raté votre question, je suis désolée. Mais je crois pas. Voilà pour ma part. N'hésitez pas, inscrivez-vous sur le cours gratuit pour poser les fondations, c'est important. Il faut avoir des bases solides parce que si on construit son cercle vertueux sur une base qui est bancale, ben, elle va pas arrêter de s'effondrer et à chaque fois on aura l'impression qu'on recommence. Donc on pose des fondations solides, quand elles sont solides, et après on construit son cercle vertueux sur une base solide. Donc ça, j'ai fait un cours gratuit pour ça, pour vous aider à faire les fondations. À partir de lundi, on fait un workshop pour planifier son année comme des CEO. Et à partir du 6 décembre, pour celles qui me feront confiance, là, les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. C'est pour ça que je suis malade, parce que je dors pas beaucoup. Là, je suis en train de mettre en place des choses. Je suis trop excitée. donc voilà. Merci beaucoup. Je vais couper le live. Merci beaucoup, Cindy. J'ai appris encore plein de trucs. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et puis, on se retrouve lundi pour celles qui sont inscrites au workshop. Ou la semaine prochaine, parce qu'il y a encore un autre épisode du Be Good at Body. Là, on va parler body mindset parce que c'est très important le body mindset. Le mindset, je pense que c'est la clé, quel que soit ce qu'on met en place. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve samedi pour parler mindset. Voilà, avec plaisir. À bientôt, passez un bon week-end.